Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Manga Saucisse. Une vidéo où je serai tout seul à vous parler de 3 mangas que j'ai lus récemment et qui m'ont particulièrement plu ou que j'avais envie de faire sur lesquels j'avais envie de faire des retours. Tout d'abord, on parlera de Not Allowed in Another World, un manga paru chez Kana, écrit par Hiroshi Noda, et les dessins sont de Takashiro Wakamatsu. Je me suis embarqué sur quelque chose d'un peu compliqué, je n'ai pas l'habitude des noms japonais. Ensuite, on partira sur un grand classique avec la nouvelle édition, final edition de Saint Seiya par le maître Masami Kuromoda. Et enfin, on partira sur un manhwa chinois avec le tome 2, mais je vous parlerai aussi du tome 1 bien sûr, de Yann paru chez Glénat, qui sera une série terminée en 3 tomes. Tout d'abord, Not Alone in Another World, pardon. Un manga, alors c'est dans la collection Big Kana, donc a priori du seinen, mais on est sur un manga plutôt classique, et encore, d'isekai où un personnage du nom de Sensei va pour se suicider avec sa compagne. Nous sommes en 1948, et au moment de se suicider, un camion arrive, le percute et le transporte dans un nouvel univers de médiéval fantastique. La particularité de ce manga, c'est que comparé à tous les autres personnages d'isekai, lui ne va pas chercher à survivre, mais il va chercher à tout prix à mourir parce qu'il veut retrouver sa compagne, vu qu'ils devaient s'unir, ils devaient être unis tous les deux par ce suicide. Au tout début de son parcours, du coup, il va se retrouver face à une prêtresse qui va n'avoir de cesse que d'essayer de le sauver, pardon. Cette prêtresse qui est là pour, alors une prêtresse elfique, comme vous pouvez le voir, qui est là pour guider tous les nouveaux arrivants dans cet univers, qui a bien conscience qu'il y a plusieurs aventuriers qui viennent de la Terre qui sont arrivés là, et dont leur parcours est là pour les faire passer d'un état de personnage malheureux à personnage heureux. Le seul souci, c'est que Sensei, vu qu'il se fait appeler comme ça, lui n'en a absolument rien à faire d'être un héros. Ce qu'il veut, c'est mourir, c'est rejoindre Akan, et voilà. Du coup, ça va enchaîner les situations un petit peu burlesques. La première chose qu'il va faire, arriver devant Annette, cette prêtresse, et essayer de se suicider en ingurgitant une tonne de somnifères. Il finira quand même par essayer de trouver un but et puis essayer de retrouver Akan, parce qu'il se dit que, bah, si un camion les a emmenés dans ce nouveau monde, sa compagne, a dû être emmenée elle aussi, et dans sa quête pour la retrouver, pour essayer de se suicider à nouveau, il va être accompagné d'une autre personnage. Si Annette, cette prêtresse elfique, fait office de guérisseuse, le personnage du nom de les situations, vous vous en doutez, on va tomber sur un espèce de triangle amoureux où Sensei n'en a absolument rien à faire des deux autres personnages. Annette, elle, trouve son but via ce personnage dont elle se dit qu'il va lui apporter autre chose, qui va lui enlever cette aigreur qu'elle a à force de voir de nouveaux aventuriers arriver. Et du coup, on va avoir une forte dose d'humour. Les quêtes vont être résolues de façon totalement absurde. Le premier ennemi qu'ils vont voir est un ennemi qui absorbe la force vitale des personnages. Sauf que, bah, Sensei, n'ayant aucune envie de survivre, va lui donner l'envie à cet ennemi de mourir, et c'est comme ça qu'il va le vaincre. Et c'est vraiment la caractéristique forte de ce personnage, c'est son envie d'en finir, qui va finalement lui faire se sortir de toutes les mésaventures sur lesquelles il va arriver. Un premier tome assez convaincant, où l'humour fonctionne. Alors, on va pas avoir de fortes esclafades en le lisant, mais ça m'a arraché plusieurs fois quelques sourires par ces situations un petit peu absurdes. Les personnages sont plutôt attachants, notamment le personnage de Boulette qui, elle, bah, l'accompagne parce que, bah, Sensei lui a sauvé la vie, et la récompense est là. Alors, la récompense paraît un petit peu graveleuse, mais pour le moment, il y a rien de graveleux, à part peut-être des poitrines un petit peu fortement dessinées, mais bon, malgré tout, au Japon, sur ce genre de choses, ça a tendance à devenir une constante. On en reparlera un petit peu plus tard dans une émission avec Isoka, notamment sur Ranma 1/2.
Mais voilà, un manga assez fun, qui a bien marché. Là, le premier tome, c'est le premier tome, il y en a 4 qui sont sortis à l'heure actuelle. C'est chez Kana, dans la collection Big Kana et c'est une bonne petite surprise. Là où j'ai été un petit peu plus déçu par contre, c'est sur Saint Seiya. Saint Seiya, donc manga culte, s'il en faut, hein, pour ma génération, on l'a connu avec les Chevaliers du Zodiaque dans le Club Dorothée et on a tous le Pegasus Fantasy en tête quand on commence à lire le manga ou pour ceux qui n'auraient vu que les aventures de Bernard Minet, les aventures en français, le générique de Bernard Minet, dont je ne vous ferai absolument pas l'affront de chanter. Édition finale, donc qui coexiste avec les éditions de luxe, une édition finale qui sera prévue en 20 tomes et qui est agrémentée d'épisodes inédits comme le Senseiya épisode 0 qui nous permet de comprendre un petit peu d'où vient Saori et ce qu'il en est et pourquoi elle est sur Terre. Ça nous montre un petit peu le combat entre les chevaliers qui existait déjà et comment le grand pop de cette époque-là a trahi son clan. Le reste, bah, on arrive sur l'aventure qu'on connaît, hein, avec Seiya qui gagne l'armure de Pégase, qui découvre d'autres aventuriers, d'autres chevaliers, pardon, et qui ne cherche qu'à retrouver sa sœur. On nous explique un petit peu les origines qu'il a, enfin les liens qu'il a avec Saori et le personnage qui l'accompagne. Manga qui a déjà fortement vieilli. Le plus gros souci qu'on peut avoir, c'est l'impression que Kurumada ne sait pas dessiner des personnages autrement que de 3/4, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Voilà, chaque personnage est tout le temps dessiné de 3/4 et une fois qu'on a vu ça, c'est compliqué de voir autre chose. Je ne connaissais que la version animée, donc forcément j'avais des attentes qui étaient un petit peu autres. J'ai quand même lui laissé une chance, aller au moins jusqu'au tome 3 ou 4, voir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Parce que, bah, j'en entends que du bien, la première vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est Allgeek qui est avec Prof et Geek et avec un autre invité pour parler de toute l'Odyssée Saint Seiya et c'est aussi en partie grâce à eux que j'ai été sur ce premier tome. Donc on verra bien ce qu'il en est par la suite. Mais pour l'instant, ça a tendance à me laisser un petit peu de marbre comparé à d'autres mangas de l'époque que j'ai lus. Ça souffre forcément de la comparaison qu'on peut avoir avec Dragon Ball pendant que la mascotte arrive. Donc ça souffre un petit peu de la comparaison qu'on peut avoir avec Dragon Ball, avec Saint Seiya, n'importe quoi, avec Ranma 1/2, avec City Hunter par exemple, qui avait un trait ultra moderne. Là, le trait est quand même très daté. Je vous remonte encore une page, hein, enfin une double page. Vous voyez que le trait est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus ancré dans les années 80 pour les personnages aussi. À voir si ça évoluera avec le temps. Mais voilà, je pense pas être forcément fait pour ce manga. Mais avant de me prononcer complètement, on verra par la suite ce qu'il en est. Là où par contre ça a été un énorme coup de cœur, c'est la série Yann. Alors on suit Yann, c'est un manga chinois comme je vous le disais, écrit par Sean Chen, c'est le 5e manga qui arrive, qu'il a écrit. Je crois le 2e ou 3e arrivé en France. Et ça mélange habilement thriller, récit de vengeance et science-fiction. Le premier tome, on nous présente le premier tiers à peu près, sert à nous présenter un petit peu le personnage. Yan Tiehua, du coup, c'est une actrice de l'Opéra de Pékin qui joue dans une troupe avec sa famille et qui a une vie un petit peu compliquée parce que bah, elle est coincée entre traditionnalisme dû à cet Opéra de Pékin et les représentations qu'elle doit avoir et son envie de modernité, vu que ça se passe dans une époque contemporaine, où bah, elle doit lier sa vie de lycéenne, ses liens sociaux, pour pouvoir un petit peu gérer tout ça. Et à un soir, en rentrant du lycée, elle découvre que toute sa famille a été assassinée et elle n'en est que la seule rescapée. Ce qu'il y a, c'est qu'au lieu d'être
au lieu d'être prise en charge par la police, l'enquête va être bâclée et du coup, elle va être considérée comme accusée du meurtre de sa famille. Elle va aller en prison, purger sa peine et quand elle va sortir de prison, on va suivre cette histoire de vengeance. Du coup, elle va mettre en œuvre son plan pour retrouver les commanditaires de ce meurtre et les assassins de sa famille, qu'elle mettra en scène et qu'elle filmera. La première partie est très, très classique, où on suit vraiment cette histoire de vengeance, le plan qui va se mettre en place. Et cette première partie est vraiment sauvée par le trait qui est incroyable. C'est très détaillé, très cinématographique, laissant énormément le dessin parler à la place du texte. Ce qui va être un peu plus intéressant, c'est le twist qu'on voit pas forcément venir, où il y a des éléments de science-fiction qui vont se greffer ce que la science-fiction s'empare complètement du récit. On va retrouver donc des personnages qui vont avoir un peu plus de liens fantastiques, enfin de liens avec elle, qui vont montrer que l'enquête a été complètement bâclée, qu'elle a été faite de façon un petit peu, enfin faite par-dessus la jambe parce que bah il y a des magouilles avec les politiciens. Et on va nous montrer aussi cette prison où elle était, qui n'est en fait pas une prison, mais un centre d'internement pour personnes un petit peu spéciales. Et on comprendra au fur et à mesure que bah, Yann avait déjà manifesté des pouvoirs dès son plus jeune âge et que bah, il y a d'autres personnes comme elle qui ont été enfermées pour essayer de former une armée de super-héros, disons-le comme il est. Sauf que cette intention n'est pas bonne dans le fond, puisque on va massacrer des gens. Le deuxième tome, justement, se concentre énormément là-dessus, sur le pourquoi du comment, sur ce qu'il y a derrière les politiciens et pourquoi on essaye de les recruter. Et on va jouer vraiment à la fois sur le côté action avec un rythme très très fort, et aussi ce côté science-fiction toujours où bah, il y a carrément un personnage qui peut glisser d'une dimension à une autre. Il va naviguer entre les mondes et on va se retrouver dans un monde post-apocalyptique. Une série que je recommande fortement. C'est un énorme coup de cœur. Le dessin, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus moderne, donc ça n'a absolument rien à voir avec Saint Seiya que je vous ai montré précédemment. Et qui montre une finesse de trait et des personnages très forts. On va avoir un policier qui était chargé de l'enquête, qui 30 ans après va être pris de remords et va essayer de rouvrir l'affaire, mais forcément de son côté, il va avoir des bâtons dans les roues qui vont être mis par sa direction. Et on se rendra bien compte que ce sont les politiques et d'autres choses qui tirent les ficelles derrière. Il y a aussi une nouvelle venue pour le personnage de Yann qui se dit être une amie d'enfance, une amie de détention. On n'en sait pas grand-chose sur elle, sauf qu'elle a la faculté de voir 5 minutes en avance, donc ce qui donne beaucoup de rythme au récit, qui permet du coup d'avoir quelque chose qui sera écrit, on sait ce qui va arriver, mais justement on va plutôt avoir l'action qui va être menée sur comment éviter ce qu'elle a vu. Et du coup, comme elle peut voir le futur, il y a plusieurs prophéties qui sont données, dont une qui arrivera dans ce deuxième tome et qui fait tout le sel de ce tome. Et dans ce deuxième tome, du coup, un troisième personnage arrive, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut naviguer entre les dimensions et qui va leur permettre de leur sauver les miches. Du coup, vraiment, un gros, gros, gros coup de cœur. Et c'est en 3 tomes. La série est totalement finie en 3 tomes. J'ai le 3e tome à lire, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais ça vaut vraiment le coup d'être lu et c'est vraiment très, très agréable. Tome alors un petit peu plus grand, hein, vous pouvez le voir, on est sur un format plus grand qu'un manga normal. On est du coup sur une quinzaine d'euros, mais c'est 45 € du coup, alors c'est 14,95 exactement, bien investi pour cette série. Contrairement à cette édition de Saint Seiya où on est sur 10 € pour un format classique et juste augmenté d'épisodes inédits. Chose que je vous avais pas dit aussi, c'est que Kurumada pardon, a voulu retoucher les traits et que c'est une édition en haute définition.
Voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, ce que vous avez pensé de ces mangas, si vous les avez lus. Alors j'imagine que Saint Seiya, vous êtes plusieurs personnes à en avoir lu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et puis, bon, on se donne rendez-vous, alors nous, d'ici 1 mois et demi, mais sinon la semaine prochaine pour une autre émission, un autre concept sur Manga Saucisse. Voilà, salut, salut!